Donc on va passer à la session d'hématologie. On va parler de toutes les actualités dans les hémopathies lymphoïdes, lymphome agressif et lymphome indolent. J'ai vraiment un très très grand plaisir à vous présenter le docteur Diane Cozeau, qui est hématologue à l'Institut Paoli-Calmettes et qui est vraiment notre référent et notre partenaire quotidien entre nos deux établissements. Et le docteur Hassen Fezoui, qui est mon collègue, mon binôme dans le service d'hématologie à Saint-Emus. Je vais laisser la parole à Diane. Bonjour à tous. Je voulais remercier Claudine et Frédéric de m'avoir invité à cette journée. C'est avec beaucoup de plaisir, car comme vous le dit Claudine, depuis des années, on travaille ensemble, on échange beaucoup et je pense que c'est une collaboration qui fonctionne très bien pour nos patients. Et puis, ça va se renforcer un peu et ça va aller encore de mieux en mieux. Donc moi, je vais vous parler des lymphomes agressifs et de l'actualité de cette pathologie. Juste avant, vous avez entendu le cancer de la prostate. C'est clair que les lymphomes, c'est beaucoup moins fréquent. Mais quand même, l'incidence est en permanente augmentation. Et actuellement, les lymphomes malins non-hodgkiniens, tout confondu, représentent le 5e rang des cancers aux États-Unis, ce qui n'est pas rien non plus. Alors, c'était important de faire le point en 2016, de savoir où est-ce qu'on en est, parce qu'en fait, c'est une pathologie dans laquelle il y a eu énormément de nouveautés, d'évolutions, que ce soit en termes de biologie, de radiologie, de nouveaux médicaments. Donc, je vais essayer de faire ça assez clairement, et voilà. Donc, tout d'abord, en 2016, où est-ce qu'on en est au niveau des classifications? La classification, c'est toujours la même, c'est la classification AMS. Et cette classification a pour avantage, en fait, de réunir plusieurs critères, qui sont des critères cliniques. Donc, ça prend en compte la présentation clinique du lymphome, ça prend en compte la morphologie, l'histologie, le phénotype, la cytogénétique et la biologie moléculaire. Et en fait, cette classification AMS nous a permis de voir qu'il y a énormément de sous-types de lymphomes, et en fait, dans cette partie-là de la diapositive, vous avez tous les lymphomes agressifs, et les lymphomes diffus à grandes cellules sont ceux qui sont ici, et qui représentent à peu près 30 à 35% de l'ensemble des lymphomes. Donc c'est uniquement de cela dont je vais parler, car ce sont les plus fréquents, et certainement ceux où il y a le plus de choses à dire. Donc, cette classification nous a aussi permis de voir que les lymphomes diffus à grandes cellules étaient une pathologie très hétérogène. Grâce à la cytogénétique et à la biologie moléculaire, on a pu différencier tous ces sous-types. Vous voyez, il y en a plein. La forme la plus commune étant le lymphome diffus à grandes cellules sans autre spécificité. C'est le premier sur la ligne en haut. Et puis après, vous voyez qu'il y a vraiment plein d'histologies différentes. Et en fait, ça a un vrai impact sur le choix des traitements par la suite. Alors, lorsqu'on a un diagnostic de lymphome, il va falloir évaluer le risque pour proposer le traitement le plus adapté au patient. Pourquoi? Parce que le lymphome agressif, le lymphome à grandes cellules, est une pathologie qui guérit. Donc, il est important d'emblée de proposer le bon traitement. Donc, une fois qu'on a identifié le type de lymphome, il faut qu'on évalue le risque. Donc, comment est-ce qu'on évalue le risque en 2016? Eh bien, c'est toujours la même chose depuis des années. On utilise un index qui s'appelle l'index pronostic international et qui, en fait, associe 5 critères qui sont l'âge, l'état général, le stade de la maladie, le taux de LDH et le nombre de sites extraganglionnaires. En fait, cet index a été un petit peu simplifié et actuellement, on utilise plutôt l'index ajusté à l'âge qui ne prend en compte que 3 facteurs qui sont l'état général, le stade de la maladie et le taux de LDH. Donc, quand on a stratifié ces patients en fonction du nombre de facteurs de risque présents, vous voyez que pour des patients les plus jeunes, qui ont 0 facteur de mauvais pronostic, ils ont 83% de chances de guérir. Mais c'est une vraie guérison, en fait. Ce n'est pas une maladie qui va se chroniciser comme les lymphomes de bas grade, mais c'est vraiment un espoir de guérison. Et on voit par contre que les patients qui ont 3 facteurs de mauvais pronostic, c'est même pas 30% des patients qui vont survivre à 5 ans. Donc, il est très important pour ces patients-là de proposer de nouvelles stratégies. Chez les patients âgés, c'est un peu la même chose, en pire, on va dire, puisque même pas 20% des patients de plus de 60 ans sont vivants à 5 ans lorsqu'ils ont au moins 3 facteurs présents de l'IPI. Alors, dans les nouveaux outils, donc je vous en ai parlé il y a 2 secondes, en fait, c'est aussi l'importance de la signature moléculaire. Alors,
ça permet d'identifier des patients à risque dans les groupes, dans des sous-groupes histologiques de la même pathologie. Alors, donc, au départ, les premiers éléments de biologie moléculaire qui ont permis de définir des patients à risque, ça a été de rechercher l'expression du gène BCL2 dans la tumeur. Et on voit que les patients qui sont porteurs de cette surexpression de BCL2 vont beaucoup moins bien. Sur l'image d'en haut, c'est la courbe d'en bas, vont beaucoup moins bien que les patients qui ne l'expriment pas. Ces deux études ont été faites un petit peu avant l'apparition du rituximab, donc cet anticorps monoclonal qui a changé un peu l'évolution des choses dans les années 2000. Et il semblerait que depuis qu'on utilise le rituximab, l'impact de BCL2 est beaucoup moins important sur la survie. Puis les choses ont avancé et on s'est rendu compte aussi que certains patients surexprimaient MYC et BCL2, et en fait c'est ce qu'on appelle les lymphomes double hit. Donc lorsqu'on a ces deux expressions géniques associées, ça confère vraiment un mauvais pronostic, puisque ces patients-là, à 5 ans, lorsqu'ils sont traités par du R-CHOP standard, c'est moins de 20% de survivants. Alors, la signature moléculaire, donc là sur cette diapositive, vous voyez, ça ressemble à ça. C'est quelque chose qui n'est pas fait de façon courante, c'est du séquençage d'ADN. Mais ça a permis de différencier en fait trois groupes de lymphomes agressifs, qui sont les lymphomes issus des centres germinatifs, les lymphomes issus des cellules activées et le groupe intermédiaire. Alors c'est intéressant d'avoir ces données, puisque lorsqu'on reprend de façon rétrospective un certain nombre de patients et qu'on les sous-divise en ces trois groupes, on voit qu'en fait les patients qui ont un profil évolutif issu du centre germinal vont beaucoup mieux que les deux autres sous-groupes. Et donc ça peut aussi avoir un impact sur le choix du traitement. Donc sur cette diapositive, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a une multitude de gènes qui sont surexprimés, autant dans les formes GC que dans les formes activées. Mais principalement pour les formes GC, c'est l'expression de BCL6 qui va être recherchée. Et pour les formes activées, c'est l'activation de la voie NF-κB. Alors, la signature moléculaire, donc, comme je le disais, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire en pratique courante parce que c'est du séquençage d'ADN, c'est très long, c'est une technique compliquée. Du coup, ça a été adapté à l'immunohistochimie, en fait. Maintenant, nos anatomopathologistes peuvent nous rendre un diagnostic avec un profil évolutif à l'aide de 3 marqueurs qui sont le CD10, BCL6 et MUM1. Et en fait, ça permet de définir les profils GC et les profils non GC. Et en fait, il y a à peu près 20% de discordance entre la technique de séquençage d'ADN et l'immunohistochimie, mais quand même, c'est reproductible. Et maintenant, on voit que les patients GC vaut mieux que les non GC en immunohistochimie. Donc ça, c'est un élément important, puisque depuis peu, c'est un résultat que l'on peut avoir sur nos comptes rendus anatomopathologiques. L'autre nouvel examen l'autre nouvel outil qui est très important dans la prise en charge de ces patients, c'est le TEP scanner. Donc le TEP scanner, c'est incontournable dans la prise en charge d'un lymphome à grande cellule. Et en fait, c'est un examen qui va être fait au diagnostic et à l'évaluation intermédiaire et à la fin du traitement. L'évaluation intermédiaire dans les lymphomes se fait très rapidement. Elle se fait au bout de 2 cures de chimiothérapie et on attend la rémission complète. Donc ça a tout à fait sa place. Et on voit sur ces diapositives qu'en fait, les patients qui sont positifs après 2 cures de chimiothérapie au niveau de la TEP ont là aussi une survie qui est beaucoup moins bonne que les patients qui vont avoir négativé leur TEP scanner au bout de 2 cures. Alors, le traitement. Le traitement, donc en fait, il est guidé par l'index pronostic, comme je vous le disais tout à l'heure. Et le traitement de référence à l'heure actuelle, c'est le traitement par chimiothérapie de type R-CHOP. Donc depuis les années 2000, on a mis en évidence qu'il y avait un vrai bénéfice à ajouter du rituximab en fait dans ce régime de chimiothérapie, et c'est devenu incontournable. L'étude qui a permis l'AMM dans cette pathologie, c'est l'étude du GELA, donc c'est une étude française, et qui avait randomisé des patients de plus de 60 ans dans le bras CHOP ou R-CHOP, et en fait, on voit qu'il y a une très nette différence significative en termes de survie sans rechute et de survie globale dans cette pathologie. Donc cette étude par la suite a été confirmée par les Allemands, donc c'est l'étude MINT, et qui a été faite chez les patients plus jeunes, donc de moins de 60 ans, enfin c'était exactement la même chose. Et là aussi, on a un vrai bénéfice à rajouter du rituximab dans le traitement. Alors je parlais il y a un instant du TEP scanner et de son utilité. Donc
Comme je vous disais, les patients qui ont un index favorable, donc un IP à 0, le traitement standard maintenant c'est la réalisation de 6 cures de R-CHOP et puis c'est terminé. L'idée avec ces nouveaux outils, c'est de se dire que peut-être pour des patients qui sont supposés être guéris à plus de 80% des cas, on peut essayer de faire de la désescalade de toxicité, de simplifier les traitements et de raccourcir les durées des protocoles. Et actuellement, il y a une étude qui est en cours qui en fait va randomiser les patients au moment de la TEP d'évaluation. Donc les patients vont recevoir 2 cures de chimiothérapie. Si le TEP est négatif à 2 cures, ils seront randomisés entre 2 cures supplémentaires et ils n'auront que 4 cures de chimiothérapie et ils seront comparés à des patients qui en recevront 6. Donc l'idée c'est de se dire que peut-être 4 cures de chimiothérapie pour des gens qui vont bien, ça suffira et on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à 6. Donc après, pour les patients qui ont des index pronostiques plus défavorables, les choses sont un peu plus compliquées. Parce qu'en fait, ces gens-là, comme je vous le montrais tout à l'heure, simplement traités avec de la chimiothérapie, c'est 30% de survie à 5 ans et tout juste. Donc l'idée, ça a été initialement d'essayer d'intensifier ces traitements en proposant une chimiothérapie d'induction qui était clôturée par une autogreffe. Donc là, c'est une méta-analyse qui montre, en fait, dans le haut du tableau, qu'il y a quand même qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont montré qu'il y avait un vrai intérêt à intensifier ces patients les plus graves avec une autogreffe quand c'était possible. Donc ça a été montré dans une étude française. On voit qu'il y a sur ces courbes-là aussi qu'il y a un avantage en termes de survie. Et ça a été également confirmé dans une autre étude française qui montre la même chose. Mais ça, c'était avant le rituximab. Depuis le rituximab, les choses sont moins évidentes dans le sens où on a l'impression que le rajout du rituximab peut-être éviter de faire des intensifications par autogreffe. Ça reste à redémontrer encore. Et peut-être que l'autogreffe doit être réservée à des patients très sélectionnés. Mais tout ça, c'est encore en cours d'évaluation et on n'a pas la réponse à cette question. Et pour essayer d'y répondre, alors c'est sur cette diapositive incompréhensible, voilà, c'est simplement pour dire que on essaie de positionner l'autogreffe dans la prise en charge de ces patients graves. Donc en fait, cette étude qui s'appelle étude GAINED est un essai clinique qui en fait randomise les patients, là aussi grâce au TEP scanner. Donc les patients qui vont être en rémission précoce, on va dire après 2 cures de chimiothérapie, ils iront plutôt vers 8 cycles de chimio et sans intensification. Et les patients qui sont TEP positifs à 2 cures, mais qui vont être TEP négatives après 4 cures, ça veut dire des patients répondeurs lents, ceux-là peut-être ont un intérêt à recevoir une autogreffe. Donc là, c'était simplement une diapositive pour dire que le R-CHOP, pour l'instant, ça a resté le traitement de référence, qu'on l'a comparé à peu près à tout ce qui existait comme possibilité de chimiothérapie, et qu'en fait, au final, ça reste le traitement qui est le moins toxique et le plus efficace. Donc le R-CHOP, ça guérit 60% des patients environ, et ça veut dire qu'il y en a 40% qui ne vont pas aller bien. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, nous sommes en 2016, et c'est là qu'interviennent les nouveaux agents qu'on appelle les thérapies ciblées, en fait. Donc, sur cette diapositive, en fait, c'est pour montrer la complexité du lymphome B. En fait, c'est le récepteur B, et tout ça, c'est toutes les cibles thérapeutiques potentielles qui sont la voie BTK, la voie NF-kappa B, les inhibiteurs de mTOR, etc. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'interactions entre toutes ces voies de signalisation et potentiellement beaucoup de cibles thérapeutiques qui peuvent être accessibles. Alors, ces cibles thérapeutiques, c'est quoi ? D'abord, c'est les marqueurs de surface. Donc, le lymphocyte B exprime le CD20. Donc, le rituximab, le premier anticorps monoclonal anti-CD20, donc, a ciblé les antigènes de surface. Et là, donc, c'est le catalogue des nouveaux anticorps qui sont évalués en cours de phase 1-2 pour essayer d'améliorer les résultats. Ensuite, on peut s'intéresser au micro-environnement. Et là, il y a deux molécules en fait, qui sont là aussi en cours d'évaluation pour améliorer les résultats du R-CHOP. C'est l'Avastin et le Revlimid. Le Revlimid utilisé dans le myélome multiple déjà. Et puis, il y a toutes les drogues là, qui peuvent intervenir au niveau des voies de signalisation. Donc, le bortezomib, le crizotinib, l'ibrutinib, etc., etc.
Donc, en première ligne, donc l'idée, ça va être de se dire comment est-ce qu'on peut optimiser le AirShop et surtout l'optimiser pour qui? Sûrement pour ces patients dont on parlait tout à l'heure, qui sont ces patients pour qui maintenant on sait qu'ils ne vont pas avoir un profil GC, pour ceux qu'on sait qu'il y aura une expression de double hit lymphome. Donc peut-être qu'au moment de l'induction, il faut introduire ces nouveaux agents dans le AirShop, enfin du moins les associer. Et donc tout ça, c'est en cours d'évaluation à travers des phases 1-2, dont quelques-unes sont ouvertes à l'Institut. La question qui s'est posée aussi, c'est est-ce qu'on peut optimiser le AirShop en faisant un traitement d'entretien à la fin du traitement d'induction? Donc là aussi, il y a une étude en cours avec l'introduction du Revlimid à la fin du traitement par AirShop, où les patients sont randomisés entre Revlimid et placebo. Ce protocole s'appelle le protocole Remarque, et en fait, il est toujours en cours et on n'a pas les résultats. Alors, il y a eu aussi l'idée de transformer le AirShop en air et poche. Donc, en fait, c'est reprendre les mêmes drogues, les utiliser à des doses supérieures, d'une façon différente, en perfusion continue. Et c'est un protocole de chimiothérapie qui a été évalué notamment dans la prise en charge des lymphomes du médiastin et qui donne 90% de patients en rémission complète. Enfin, c'est un truc jamais vu, quoi. Et donc actuellement, il y a une étude en cours aux États-Unis qui essaie d'évaluer Air et poche contre AirShop. On verra. Alors, au moment de la rechute, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque les patients vont rechuter, autant en première intention de parler d'autogreffe, c'est pas forcément si clair que ça, autant la question ne se pose pas pour les patients les plus jeunes qui vont rechuter. Il y a eu de nombreuses études, les plus importantes ont été l'étude du PARMA des années 90 et l'étude Coral des années 2000. Les deux études à 20 ans d'écart ont confirmé les mêmes résultats. Donc l'autogreffe, ça va rattraper 60% des patients, et les patients qui rechutent après autogreffe, c'est en gros 40%, et ces patients-là, ils ont une survie qui est inférieure à 1 an. C'est une vraie catastrophe. Donc là aussi, ça va être la place des nouveaux agents. Alors, autant en première ligne, il y en a beaucoup, mais alors en seconde ligne et dans les formes réfractaires, je vais vous épargner cet énorme catalogue-là de nouveaux agents. Donc là, ce sont les anticorps monoclonaux. Et en fait, globalement, ce qu'on voit, c'est que quand on les utilise en monothérapie ou en association avec la chimiothérapie, on a des taux de réponse qui vont de 10% à 50%, mais avec surtout des durées de réponse qui n'excèdent jamais 1 an. Voilà, là, c'est un peu la suite. Après, l'autre drogue qui est un petit peu prometteuse dans ces situations de rechute, c'est le Revlimid, qui a l'air de donner des résultats qui sont intéressants, et qui sont d'autant plus intéressants si on l'introduit en première ligne, puisque le Revlimid va permettre de donner la même survie aux patients qui ont un mauvais profil évolutif, le profil ABC, de leur permettre d'avoir le même profil que ceux qui sont de bons pronostics. Mais bon, ça reste encore à évaluer, c'est encore en cours dans des études. D'autres médicaments, voilà, les inhibiteurs des PI3 kinases, les inhibiteurs des BTK. Là aussi, l'ibrutinib est un médicament qui est assez révolutionnaire, en fait, qui est beaucoup utilisé dans la leucémie lymphoïde chronique avec des résultats juste impressionnants. Et donc, en association avec le AirShop chez les patients qui ont un mauvais profil évolutif, là aussi, on a l'impression que ça donne de très bons résultats, mais ça reste encore à démontrer dans d'autres études. Voilà, ça c'est donc des études avec du Velcade. Enfin, vous voyez qu'on mélange tout et à peu près... voilà. Alors, donc, l'idée, c'est de se dire que grâce à ces nouveaux outils, donc notamment la biologie moléculaire, le TEP scanner, on va peut-être pouvoir aller vers une médecine plus personnalisée et grâce à ces éléments, pouvoir mieux définir les traitements lorsqu'on prend les patients en charge. Et je vous rappelle que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les lymphomes agressifs, en fait, ils ont vraiment une chance de guérison. Et l'idée, c'est de vraiment pas rater le bon traitement au bon moment. Donc, si on prend en charge des patients qui ont un profil GC, on peut leur proposer un traitement avec du AirShop et peut-être une association avec des inhibiteurs de BCL6. Lorsque les patients sont porteurs d'un lymphome primitif du médiastin, c'est donc les résultats spectaculaires de l'étude avec le Air et poche. Donc, peut-être que c'est ça qu'il faut faire en première intention. Pour les patients qui ont un profil évolutif de type ABC, peut-être qu'il faut d'emblée associer le AirShop avec soit du librutinib, du Revlimid, enfin, peu importe, mais en tout cas un nouvel agent. Pour les patients qui sont double hit, là aussi, vu qu'on sait que les patients ont moins de 20% de chances d'être vivants à 5 ans, peut-être que d'emblée, là aussi, il faut introduire des médicaments comme le Revlimid. Voilà, alors en conclusion, quoi dire? Ça veut dire qu'en 2016, on se sert toujours de l'index pronostic international qui est
peut-être obsolète tout seul, en tout cas qu'il faut l'améliorer. Le AirShop, c'est toujours le traitement de référence pour l'instant. Et grâce aux nouveaux outils, notamment le TEP-scan et la biologie moléculaire, on va certainement pouvoir mieux définir le profil évolutif du patient au diagnostic et lui proposer certainement un traitement plus adapté. Alors, je disais aussi que les anticorps monoclonaux et tous ces médicaments, ça donnait des réponses qui étaient intéressantes, mais qui étaient courtes. Et donc, chez ces patients de mauvais pronostic, la question qui se pose, c'est la clôture du traitement par la réalisation d'une greffe allogénique. Alors, c'est très important d'en parler parce que maintenant, les critères de greffe ont évolué. Donc, les patients peuvent être quasiment tous greffés puisqu'on n'a plus besoin d'avoir de donneurs compatibles à 100%. Les donneurs partiels, ça marche très bien. Qu'on peut greffer les gens jusqu'à 70 ans, ce qui est aussi une nouveauté. Antérieurement, ça s'arrêtait à l'âge de 45 ans en raison de la toxicité des traitements. Et maintenant, avec les conditionnements atténués, on peut proposer des greffes allogéniques à beaucoup plus de monde et donc donner plus de chances de guérison. Voilà, je vous remercie.